Albert Lévy. Albert, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Eh bien, nous sommes heureux de vous retrouver ce matin pour parler de ce parti Zehut qui est en train peut-être de créer la surprise dans cette campagne électorale. On en parle de plus en plus, pas seulement sur Studio Kalita, où nous en avons parlé déjà déjà depuis le début de la campagne électorale, mais dans les médias, l'ensemble des médias israéliens qui commencent à s'intéresser à ce sondage en raison, bien entendu, des résultats à ce parti, en raison des résultats des sondages qui donnent le parti Zehut de Moshe Feiglin au-dessus du seuil d'éligibilité de manière plus ou moins solide, en tout cas selon les derniers sondages, dans les différents instituts de sondage. Et donc ça commence à intéresser un peu beaucoup, on va dire, l'ensemble des médias israéliens. Beaucoup de reportages sur Zehut durant le week-end dans les médias israéliens. Alors avec vous, nous voudrions essayer de clarifier un peu les choses parce que on a un peu du mal à comprendre pour un parti qui s'appelle Identité, on a du mal à comprendre quelle est la véritable identité de ce parti. Est-ce que Zehut c'est un parti de droite? Est-ce que Zehut c'est un parti de gauche? Est-ce que Zehut c'est le parti de Moshe Feiglin qui était virulemment opposé aux accords d'Oslo et qui a manifesté son opposition à la politique d'Yitzhak Rabin à l'époque? Ou alors c'est le parti, on va dire, un parti libéraliste légaliste, qui est prêt à légaliser le cannabis et qui est en train de séduire une partie de la jeunesse laïque de Tel Aviv, qui est plutôt à gauche en général. Alors expliquez-nous, on a du mal à y voir clair. Eh bien, je vais me tenter de vous expliquer. Auparavant, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit au début. Effectivement, nous apparaissons de plus en plus haut dans les sondages, mais c'est pas le seul indicateur qui nous laisse penser que nous allons être une belle surprise aux élections. Le second indicateur qui est très fiable, qui est d'ailleurs celui qui avait prédit l'élection de Trump aux États-Unis, c'est le fait que les expressions Mifleget Zehut, le parti Zehut, ou l'expression Moshe Feiglin, dans les statistiques de Google, sont en montée constante et croissante dans les derniers mois et semaines d'une manière presque exponentielle. Et le troisième élément, c'est que nous avons un programme que nous avons publié, qui fait 344 pages. Nous en avons fait un livre. Ce livre se vend en librairie et figurez-vous que c'est devenu un best-seller. C'est le numéro 1 des ventes dans cette catégorie. C'est incroyable. C'est la première fois dans l'histoire de ce produit qu'un parti fait de son programme un livre, qu'il le vend et que ça devient un best-seller. Alors justement, alors quand il y a plusieurs centaines de pages de ce programme, alors on voudrait essayer de le connaître de manière un peu plus précise, bien entendu, sans rentrer trop dans les détails. Je repose ma question. Où se situe le parti Zehut dans la classe politique, dans l'échiquier politique? Est-ce qu'il se situe à droite? Est-ce qu'il se situe à gauche? Et j'avoue que c'est vrai qu'on aurait bien aimé discuter très longuement de votre parti, mais on a toujours besoin de reclasser dans l'échiquier. Alors, je suis vraiment désolé qu'on n'arrive pas à classer le parti Zehut complètement à droite ou complètement à gauche. Et j'en suis en réalité très content parce que ces concepts de droite et gauche sont complètement obsolètes. Ce qui fait qu'on est de droite ou de gauche en Israël, c'est simplement qu'est-ce qu'on compte faire de la Judée-Samarie. C'est en fonction de ce critère et uniquement de celui-là qu'on va dire si vous êtes de droite ou de gauche. Alors si on prend ce critère, nous sommes complètement de droite. C'est parfaitement clair, puisque l'opinion de Moshe Feiglin, qui était son opinion en 1993, donc c'est il y a 26 ans, elle n'a pas changé. Nous sommes absolument pour la souveraineté totale de l'État d'Israël sur l'ensemble de la Judée-Samarie. On va dire pour l'annexion de la Judée et de la Samarie au territoire, à l'ensemble du territoire israélien? Complètement, sauf que j'aime pas le mot annexion parce qu'il laisse penser que ça ne nous appartient pas. On préfère employer l'expression application de la souveraineté pleine et entière d'Israël sur l'ensemble de la Judée-Samarie et sur Jérusalem, en particulier sur le mont du Temple. Donc, si vous prenez ce critère, qui est généralement le critère accepté pour classifier les partis à droite ou à gauche, nous sommes très très clairement à droite et nous sommes peut-être même le parti le plus à droite de ce point de vue puisque notre expression est parfaitement claire et depuis 26 ans. Par contre, nous pensons que sur tous les autres sujets de société, en particulier l'économie, l'éducation, les relations État-religion, etc., il y en a vraiment. Notre ligne directrice, c'est la liberté qu'on pourrait rapprocher du concept très très profond et très important dans la culture juive et dans le judaïsme qu'on appelle Herut, la liberté. De ce point de vue-là, vous pouvez nous classer où vous voulez. Ce qui est clair, c'est que ce que nous souhaitons sur le plan économique, c'est une grande liberté
et une grande concurrence pour faire baisser la cherté de la vie qui est complètement délirante en Israël. Liberté, ça veut dire, par exemple, vous parliez de la religion et de l'État, ça veut dire séparer la religion de l'État. Pas du tout, je déteste cette expression, bien que je déteste l'expression séparation de la religion et de l'État, parce qu'elle, bien que je sais qu'elle est employée par certains de nos supporters et même de nos militants qui n'ont pas une bonne, à mon avis, compétence en matière de communication, c'est pas du tout ça. Ce que nous souhaitons faire, c'est renforcer le caractère juif de l'État, absolument, mais en même temps nous assurer qu'il n'y a strictement aucune contrainte d'aucune sorte, ni dans un sens ni dans l'autre. Je vais vous donner 2 exemples si vous le souhaitez. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, par exemple, de l'ouverture des magasins à Shabbat. Nous pensons que c'est pas une décision qui doit être une décision prise par le ministre de l'Intérieur du tout. Ça doit être une décision prise par les habitants eux-mêmes localement. C'est-à-dire que chaque quartier dans une grande ville, ou chaque village, si c'est une petite ville ou un petit village, ce sont les habitants eux-mêmes qui doivent décider ce qu'ils veulent faire. Et décider eux-mêmes, par exemple à Bnei Brak, de fermer les magasins, d'interdire les magasins d'ouvrir le Shabbat, et dans certains quartiers de Tel Aviv, de les laisser ouverts. C'est une décision qui doit être prise au niveau local, comme d'ailleurs pas mal d'autres décisions d'après notre programme. Et il y a beaucoup de décisions dans ce genre. Donc ce qui est clair, c'est qu'on souhaite éviter toute forme de contrainte et en même temps renforcer le caractère juif de l'État. Ça doit être parfaitement clair. Alors, dans les reportages que l'on a pu voir ces derniers jours sur Zéhout, on voit Moshe Feiglin dialoguer avec des jeunes à Tel Aviv, des jeunes qui paraissent très attentifs à son message. Est-ce que finalement, il n'y a pas un double message? C'est-à-dire que lorsque Feiglin est à Tel Aviv, eh bien, il insiste sur sa politique légaliste visant donc par exemple, à autoriser la consommation du cannabis ou de drogue douce, etc. Et lorsqu'il est dans les territoires où il habite, d'ailleurs, à Carnet-Shomron, eh bien, il insiste sur l'autre aspect des choses. C'est pas un peu... Non, pas du tout. Moi, chez Feiglin a un langage unique où qu'il soit. Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit au début de votre reportage, il est très présent et de plus en plus. La presse s'intéresse enfin de plus en plus à nous, et donc il parle à la télévision, à la radio, dans les journaux, dans la presse écrite, et par conséquent, il peut pas du tout avoir un double langage. Il dit exactement la même chose où qu'il soit. En ce qui concerne la libéralisation du cannabis, je voudrais rebondir sur ce que vous dites, quand même que les choses soient bien claires. Le premier point concernant le cannabis, qui est un point essentiel, c'est que le cannabis médical est très 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 mal géré en Israël. Il y a énormément de malades qui ont besoin de cannabis et les médecins qui veulent les traiter, qui veulent leur prescrire. J'ai pas de problème pour le cannabis médical, mais on l'a vu dans le reportage sur la deuxième chaîne, la chaîne 12, on l'a vu avec un Israélien apparemment extrêmement, on va dire, laïque et un peu excentrique qui est en train de fumer un joint en direct. Ça fait un peu bizarre tout ça. Les Israéliens excentriques sont juifs, comme vous et moi, et comme le rabbin, le Rav Chaim Amselem, qui est numéro 2 de notre liste. Ces gens-là ne sont pas moins juifs. C'est tout le sens du nom de notre parti, qui est le nom Zéhout Identité. Maintenant, pour répondre clairement à votre question... que je comprenne bien, vous ne m'avez pas dit que Chaim Amselem était excentrique ou vous le considérez comme excentrique? Non, pas du tout. Je dis simplement que celui que vous avez désigné comme excentrique, qui était aux côtés de Moshe Feiglin, sur une vidéo que vous avez vue, je ne sais pas, n'est pas moins juif que le Rav. Il y a bien entendu, il y a pas de qui est le numéro 2 de notre liste. On n'est pas là pour décerner des diplômes de judaïté, non, mais exactement. Mais ça fait bizarre, Non, ça fait pas du tout bizarre, parce que je vais vous dire, sur la question du cannabis non médical, il y a un changement complet de vision et de perspective dans le monde entier. Il y a environ une quinzaine de pays, déjà aujourd'hui, Israël n'est pas du tout avant-gardiste sur ce point, il y a déjà une quinzaine de pays dans le monde, et pas des moindres, la Californie, le Colorado, l'Uruguay, le Canada, et bien d'autres, la liste est longue, qui ont déjà libéralisé le cannabis, et qui n'est pas plus dangereux que l'alcool ou la cigarette, et surtout, on s'est rendu compte qu'après cette légalisation, les effets bénéfiques attendus se sont produits. C'est-à-dire qu'il y a eu une baisse de la consommation, le cannabis vendu est d'une meilleure qualité, donc moins empoisonnant pour celui qui le consomme, et il y a eu une disparition à 80-90% des sources de financement du terrorisme et de la mafia. Par conséquent, les effets bénéfiques attendus par la libéralisation du cannabis
dans les pays qui l'ont fait, se sont produits. Et nous, c'est ce que nous souhaitons faire également en Israël pour le bien d'Israël. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que, en fait, Moshe Feiglin est en fait un opportuniste qui, tout simplement, à l'époque, avait essayé d'infiltrer le Likoud pour prendre le pouvoir sur place, et essayer de se hisser à la tête du parti de droite. Lorsqu'il a vu que c'était impossible et que Binyamin Netanyahou, on va dire, lui a montré la porte, eh bien, il a créé une autre structure dans laquelle, eh bien, il essaye de masquer, on va dire, ses objectifs, on va dire, son objectif initial d'une manigoute yéhoudite, parce que c'était son plan à l'époque. C'est une accusation très franchement qui est ridicule. Notre programme, il est publié, il est vendu en dizaines de milliers d'exemplaires, et par conséquent, c'est une accusation ridicule. On n'a absolument rien à cacher. Moi-même, j'étais membre du Likoud pendant 4 ans, et j'ai quitté le Likoud en 2015 pour rejoindre Moshe Feiglin, parce que de très très nombreux militants du Likoud, et même des militants actuels qui n'osent pas le dire à haute voix, ils sont très 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 déçus par le manque de correspondance entre l'idéologie officielle du Likoud, qui est l'idéologie du Grand Israël et de la libéralisation économique, et les actions sur le terrain du Likoud qui sont tout le contraire. Alors très bien, mais ça m'amène à la question, on va dire, clé de cet entretien. Finalement, où ira Moshe Feiglin? Si le parti Zehut franchit le seuil d'éligibilité, s'il prend, on va dire, supposons qu'il ait 5-6 mandats dans la prochaine Knesset, à qui donnera-t-il ces mandats? Qui recommandera-t-il au lendemain des élections au président de l'État pour former la prochaine coalition? Est-ce qu'il recommandera Binyamin Netanyahou, avec qui on sait qu'il n'a pas de bonne relation, ou alors Benny Gantz, avec qui apparemment idéologiquement c'est pas tout à fait ça. Il faudrait répondre à cette question, parce que entre nous, Albert, ça pourrait permettre à des électeurs de voter ou de ne pas voter pour lui. Absolument, je vais vous répondre très clairement. Il est parfaitement clair que notre zone de confort, c'est la droite. Nous aimerions absolument rejoindre une coalition de droite composée par le Likoud et dirigée par Binyamin Netanyahou, aussi longtemps qu'il n'est pas accusé, tant qu'il est simplement inculpé. Oui. Il a le droit à la présomption d'innocence, et donc on n'a pas de difficulté pour s'asseoir à son gouvernement avec d'autres partis qui ont une idéologie de droite. Mais nous ne le ferons pas à n'importe quelle condition, parce que nous ne voulons pas, absolument pas, que ce soit bien clair, nous asseoir dans une coalition de droite qui va faire une politique de gauche, comme on l'a vu pendant ces dernières années. Et vous préférez vous asseoir avec un gouvernement de gauche qui mènera une politique de droite, ou qui mènera une politique de gauche? C'est-à-dire comment en ce qui concerne l'autre alternative, en fait, il y a 2 autres alternatives. L'une, c'est simplement d'interdire, si on faisait partie d'une coalition. D'abord, il y a une probabilité infinitésimale pour que Gantz nous invite à faire partie de son gouvernement, compte tenu du profil de l'historique de Gantz, de Moshe Feiglin. C'est infinitésimal. Et puis nous avons vous savez, au lendemain des élections, l'expérience politique a prouvé qu'au lendemain des élections, tout ce qui est infinitésimal devient tout à fait réaliste. Écoutez, et même les scénarios les plus fantasques peuvent... Moshe Feiglin a publié un communiqué que j'ai diffusé moi-même sur Internet, sur ma page Facebook et par WhatsApp, autant de gens que je pouvais le faire, dans lequel il a très très clairement déclaré qu'on ne restera pas une seule seconde dans un gouvernement, quel qu'il soit, si un juif était expulsé de sa maison en terre d'Israël, y compris en Judée-Samarie bien évidemment, et d'autre part, centimètre carré était transmis à une entité qui ne soit pas Israël. Et à ce sujet, puisque vous me posez la question, moi j'aimerais poser une question à Binyamin Netanyahou. Puisque vous voulez que les électeurs soient clarifiés sur leur choix, j'exige, mais là c'est même plus Albert Lévy, le candidat de Zehut qui parle, c'est Albert Lévy, le citoyen. Je pense que tous les citoyens d'Israël doivent exiger aujourd'hui de Binyamin Netanyahou qu'il publie les lignes de l'accord qui sera publié le lendemain des élections, ce qui a été convenu avec Trump en ce qui concerne l'accord du siècle pour la paix qu'on nous attend. Je pose la question en tant que citoyen. Pourquoi vous ne publierez pas aujourd'hui ce qui a été convenu avant les élections, pas après les élections? On n'arrête pas de nous bassiner que ce plan va être publié après les élections. Non.
Non, mais il est clair que, par exemple, alors, il est clair, ça c'est tout simplement des calculs politiques tout simples. C'est-à-dire, si vous voulez que Binyamin Netanyahou soit fort face à ce plan de paix, eh bien, il faut revendiquer, c'est-à-dire essayer de le rejoindre et influer de l'intérieur, plutôt que de le laisser de l'autre côté, de le laisser avec une minorité et ne pas pouvoir former un gouvernement. Parce qu'il est clair que dans la conjoncture actuelle, telle que l'on voit aujourd'hui les relations entre les deux grands blocs, le bloc de droite et religieux, et de l'autre côté le bloc centriste de gauche, avec le soutien, on va dire, de l'extérieur des partis arabes, il est clair que lorsque vous aurez, si vous devez avoir 4 ou 5 mandats ou 6 mandats, eh bien vous serez le parti qui devrait déterminer qui formera la prochaine coalition gouvernementale. Et à ce stade-là, est-ce que peut-être ce n'est pas plus honnête, on va dire, pour les électeurs ou les potentiels électeurs, de ne pas dire tout simplement je vais avec Binyamin Netanyahou, je vais renforcer le camp de la droite, et comme ça au moins les électeurs seront fixés. Il n'est pas question qu'on le dise aujourd'hui tant que Binyamin Netanyahou n'a pas accepté nos conditions. Et nos conditions, nos lignes rouges, c'est qu'il n'y ait pas un seul résident d'Israël et juif qui soit expulsé de sa maison, notamment en Judée-Samarie, comme ça s'est produit à de très très nombreuses reprises pendant le gouvernement de Netanyahou, avec l'accord d'ailleurs de Bennett et Shaked, faut le rappeler, Bennett et Shaked ont systématiquement validé les décisions d'expulsion et de démantèlement de villages juifs en Judée-Samarie, alors que le village Chana el-Arba, qui est un village bédouin, et que le gouvernement avait la même force juridique, c'est-à-dire une décision de Bagat pour le faire, ils ne l'ont pas fait. Donc aussi bien le Likoud que ceux qui se sont baptisés la Nouvelle Droite ont validé ces décisions. Ça, c'est une ligne rouge, elle a été publiée par Moshe Feiglin, et par conséquent, nous nous y tiendrons. La deuxième ligne rouge, c'est qu'il est hors de question un gouvernement dans lequel on transmettrait le moindre centimètre carré de la Judée-Samarie à une entité étrangère, dite palestinienne ou autre. Ça, c'est une ligne tout à fait rouge, et je souhaite quand même que M. Netanyahou publie ce sur quoi il s'est mis d'accord avec Trump. Je trouve que c'est une insulte envers les citoyens d'Israël de ne pas leur faire connaître le plan de paix, entre guillemets le mot paix, qui a été concocté entre M. Netanyahou et M. Trump, et qui sera publié le lendemain des élections. Je trouve que c'est la moindre des choses que Trump et Netanyahou on va dire avant les élections. Pour terminer cet entretien, Albert, on peut dire que d'une manière ou d'une autre, si vous exigez que Binyamin Netanyahou publie ce plan, on peut exiger, dirons-nous en tant qu'électeur, de connaître l'orientation de Moshe Feiglin, que ce soit vers la droite ou vers la gauche. Mais en tout cas, donc cela reste un débat. Il nous reste encore un mois avant le grand jour du 9 avril. D'ici là, on verra comment si les sondages confirment cette poussée de Zehout Yehudit. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Albert Lévy, de nous avoir éclairé sur les différentes orientations de votre formation, qui pourrait donc créer la surprise lors de ces élections. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Boker Tov et bonne journée à tous les auditeurs. Shalom, shalom.